Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une entreprise française qui fait des étiquettes numériques pour les magasins, ces étiquettes intelligentes qui viennent d'ailleurs de décrocher un gros contrat aux États-Unis. On en parle dans un instant. On découvrira une start-up qui s'est intéressée au byssus de moule. Vous savez, ces petits filaments là avec lesquels la moule tient sur son rocher. On peut en faire du textile, figurez-vous. On partira à la découverte de cette entreprise dans quelques instants. On reviendra également sur la fusion Société Générale Crédit du Nord. Je vous emmènerai dans les coulisses de cette fusion. Et puis on terminera avec une rencontre, celle avec Julia Catin qui était venue nous rendre visite il y a quelques semaines, l'incroyable patronne de Momentum. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Vallana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de SES Imotag, leader mondial des étiquettes numériques intelligentes. Et alors, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a quelques mois, vous avez décroché un contrat avec le géant américain de la distribution Walmart. Et ma première question, c'est, mais finalement, qu'est-ce que vous, entreprise française, avez que les Américains n'ont pas ? En fait, nous proposons une solution qui est vraiment orientée innovation. C'est-à-dire que nous, notre créneau historique, c'est d'afficher le juste prix au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a des contraintes légales, parce qu'il est nécessaire que le prix qui est affiché en rayon soit le même que celui que vous avez lorsque vous passez en caisse, etc. Donc nous, c'est notre créneau historique, et ça, de par la situation économique actuelle, les tendances inflationnistes du marché dont tout le monde parle actuellement dans la presse, c'est vraiment très important de savoir faire ça. Et ça, c'est notre métier de base, et on le fait, et on peut le faire de façon massive, grâce à une plateforme IoT Retail connectée, tout est dans le cloud, et ça permet en temps réel d'afficher sur des millions d'étiquettes électroniques ou d'autres médias d'ailleurs, les prix et de les gérer vraiment en temps réel. Donc vous avez la visibilité de ce qui est affiché, où, comment, et vous pouvez faire des mises à jour en temps réel. Donc ça, c'est important parce que Walmart est effectivement une très grosse enseigne avec des milliers de magasins, avec des millions de produits en rayon. Donc il était nécessaire pour eux de s'adosser à un faiseur qui ait ses capacités, de lui assurer de façon sécurisée, en temps réel, avec une flexibilité, puisque en fait notre cloud est élastique. Donc on peut tout à fait gérer un Black Friday, une mise à jour massive de prix et traiter en temps réel l'ensemble des informations qui vont nous être envoyées. Donc ça a été un des premiers éléments qui ont motivé ce choix. Et au-delà de ça, on crée autour de ces étiquettes intelligentes toute une gamme d'innovations, toute une gamme de solutions qui vont permettre soit d'améliorer l'efficacité en magasin, soit d'améliorer l'expérience client au sein de ce même magasin. Alors justement, on va y revenir. Ces petites étiquettes-là, ce sont ces étiquettes qu'on voit en bas du rail du rayon, où il y a le prix qui s'affiche effectivement en digital. Et ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, il y a énormément de techno derrière, on ne s'imagine pas. Tout à fait, en fait, les étiquettes sont connectées en radio, et derrière, elles vont se connecter à tout le système informatique des distributeurs pour permettre de descendre le bon prix au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avec ces étiquettes, au-delà d'afficher un prix, ce qui est notre métier historique, ça fait une trentaine d'années qu'on fait ça et qu'on le fait bien, on a développé d'autres solutions qui vont permettre de gérer la rupture, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle sans cesse des ruptures en magasin, de la difficulté qu'ont les distributeurs à assurer le remplissage de leurs rayons. Et nous, grâce à ces étiquettes et à la plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée, on a la possibilité de savoir en temps réel ce qui est en rayon ou pas. Et comment c'est possible ? Alors en fait, on a développé une gamme de caméras IoT qu'on va connecter sur une plateforme d'intelligence artificielle et qui vont permettre de savoir en temps réel quels sont les produits qui sont disposés dans le rayon d'en face. Et on connaît forcément l'emplacement du produit parce que en fait, il est derrière son étiquette. Donc l'étiquette sert de référentiel et permet derrière de savoir s'il y a ou pas le produit derrière. Donc ça filme le rayon ? Tout à fait. En gérant bien évidemment toutes les contraintes en termes de gestion, bien évidemment des informations, etc. Donc ces caméras sont équipées de capteurs, elles ne prennent pas de photos lorsqu'il y a quelqu'un devant. Donc elles sont vraiment là uniquement pour prendre des photos du rayon. Elles vont reprendre des photos jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Celles où il y a quelqu'un sur la photo ne sont pas traitées. En fait, ils ne prennent pas de photos, tout simplement. Donc on va savoir en temps réel quels sont les produits qui sont en rayon, si ces produits sont bien derrière leur étiquette, parce qu'accessoirement, ça permet aussi de savoir si des produits sont
mal placé. Parce qu'aujourd'hui, cette disponibilité produit, on parle beaucoup des contraintes de prix, de la nécessité d'avoir des promotions en temps réel, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait basiquement. Mais aujourd'hui, la disponibilité des produits, c'est le premier irritant client au magasin. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Les clients font ce qu'on appelle des NPS, donc mesurent la satisfaction client en Net magasin. Promoter Score, ouais. Tout à fait. Et on s'est aperçu que l'indisponibilité en rayon, c'est le premier irritant client. Parce que si vous avez le produit que tout le monde veut, vous avez le bon prix, si le client arrive en magasin et qu'il n'y a pas son produit, pour le coup, là, il y a une grosse déception. Et c'est vraiment le premier irritant. Et on a aujourd'hui des solutions de gestion de rupture qu'on a évoquées, qui sont en cours de déploiement chez certains de nos clients. Par exemple, Monoprix est en train de déployer dans une centaine de magasins ces solutions de rupture. Ils ont commencé par faire un pilote et ils se sont aperçus qu'entre les magasins qui étaient équipés de ces solutions de gestion de rupture et les magasins qui n'en étaient pas équipés, le taux de promoteurs, c'est-à-dire de gens satisfaits de leur visite en magasin, augmentait de façon très significative. C'est-à-dire là où on était autour de 30%, on peut arriver à 50%. Ah oui, quand même, c'est pas négligeable, un gain de 20%. C'est énorme. C'est énorme. Et au-delà de ça, il y a aussi des gains en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous augmentez de 2%, par exemple, votre taux de disponibilité en rayon, vous augmentez d'1 point votre chiffre d'affaires. Ah oui, donc les effets se voient immédiatement en fait en chaîne. Hein. Tout à fait. Donc c'est des solutions qui apportent et de la valeur au client final et de la valeur au distributeur. Et avec des retours sur investissement qui sont inférieurs à 1 an, puisque ces solutions sont très simples à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a rien. Il suffit juste d'une connexion Wi-Fi et on met des caméras qui sont sur batterie. Et donc les caméras, vous le disiez, elles prennent des photos, mais j'imagine que c'est pas à l'opérateur ou au magasinier d'identifier toutes les photos et de regarder. Il y a une intelligence artificielle qui envoie des alertes, qui analyse toutes les datas, D'accord. qui les met à disposition du point de vente pour pouvoir prendre les décisions de remise en rayon, mais aussi, par exemple, ajuster les commandes par rapport aux ruptures en cours et par rapport à ce qu'ils vont devoir racheter pour avoir à nouveau les produits disponibles. Ouais. Mais ça permet également, lorsque ce sont des enseignes qui sont un peu plus centralisées, de pouvoir avoir la vision temps réel de comment de la disponibilité des solutions et de pouvoir adapter la supply chain. Évidemment. Donc vraiment des gains de productivité et des gains d'efficacité à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nos clients distributeurs avec ce type de solution ont des informations qu'ils n'avaient pas. Et surtout, notre plateforme les met en forme de façon à ce que chaque entité, chaque département au sein de nos clients puisse avoir la bonne information au bon moment et pouvoir prendre les bonnes décisions. Notre plateforme non seulement est un outil qui permet de collecter de la data, mais surtout est un outil d'aide à la décision. Et c'est ça qui est important, parce que de la data, je pense que les distributeurs doivent être les industriels qui au monde ont le plus de data. C'est sûr. Mais la question est quoi en faire et comment l'utiliser pour être efficace. Moi, je me posais la question justement de cette data. Elle est hébergée dans le cloud, vous me disiez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de hacker ces données et en même temps, est-ce qu'elles sont utiles pour un hacker? On respecte tous les standards de sécurité, tout est crypté. C'est-à-dire qu'on a notre propre OS qui tourne sur nos produits, qui nous permet de crypter l'ensemble des informations depuis l'étiquette jusqu'à la plateforme cloud, qui elle-même est sécurisée. On est hébergé chez un des plus gros fournisseurs de cloud au monde, qui est Microsoft. Avec plusieurs plateformes tout est géré en Europe. C'est-à-dire nous sommes société française, toute notre R&D est localisée en Europe. Les plateformes sont hébergées en France, en Europe ou aux États-Unis. D'accord. Donc on a vraiment une sécurité. Le niveau 3 est géré uniquement en Europe. Le niveau 3, c'est la R&D et les gens qui ont accès aux data sur les plateformes chez nous. Tout est géré en Europe. On respecte l'intégralité des standards de sécurité possibles et imaginables. Donc là-dessus, on est vraiment très sécurisé. Et c'était d'ailleurs un des critères de sélection de Walmart. Et vous êtes le seul acteur français à faire ça ? Tout à fait. On est l'inventeur en fait de l'étiquette électronique. On est une société pas très connue, mais qui maintenant, on vient de fêter nos 30 ans il y a quelques jours. Quelque part, alors on n'est pas tout à fait une licorne parce qu'on vient de dépasser le milliard de capitalisation boursière, mais on a 30 ans, donc on rentre pas tout à fait dans le critère. Mais effectivement, on connaît aujourd'hui une très très forte croissance. On a multiplié notre chiffre d'affaires quasiment par 10 en 10 ans. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui le leader mondial. On a plus de 50% de part de marché sur ce type de technologie. Et vous parliez tout à l'heure de juste prix et de le mettre au bon endroit au bon moment. Et c'est sûr que là, tout le monde parle de l'inflation et de l'augmentation des prix. J'imagine que ça
Ça crée chez vous encore plus une grande nécessité de la part des distributeurs d'avoir ce type de solution. Parce qu'il faut pouvoir répercuter la hausse des prix en temps réel. Alors ça peut être effectivement en cas de promo la baisse des prix. Est-ce que vous offrez la possibilité d'harmoniser avec le site internet, par exemple, ce genre de choses? Tout peut tout à fait être synchronisé en omnicanal. C'est-à-dire que l'avantage de nos solutions, ça permet d'adapter les prix en temps réel. Donc vous pouvez tout à fait en omnicanal avoir les prix qui sont mis à jour sur votre plateforme web et en même temps qui sont mis à jour dans votre système d'encaissement et sur les étiquettes électroniques. Donc on privilégie vraiment une information qui soit la bonne information pour le client final. Et on va bien d'ailleurs au-delà de simplement mettre à jour un prix en temps réel. On parlait d'omnicanalité. Par exemple, aujourd'hui les marques font des campagnes promotionnelles qui sont mises souvent en place au niveau du site internet et plus ou moins mise en place au niveau du point de vente. On a été plus loin puisque notre plateforme permet également de digitaliser les campagnes avec les marques. Typiquement, on a récemment... donc les étiquettes peuvent être utilisées comme un média de communication des marques vis-à-vis du client final. Sur des promotions, sur un certain nombre d'informations, des allergènes, l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin. Aujourd'hui, via l'étiquette électronique, qui peut afficher un QR code, se synchroniser avec une application qui vous permet de faire un search produit. Typiquement, aujourd'hui, vous rentrez en magasin, lorsque vous êtes sur le web, vous êtes habitué avec certains grands acteurs. Vous avez une barre, vous tapez ce que vous recherchez et il va vous proposer les produits. On peut tout à fait faire la même chose aujourd'hui avec un web app qui sera dans la langue du smartphone et qui vous dira exactement quels sont les produits disponibles en magasin, où ils se trouvent. Puisque nous, grâce au système d'étiquette électronique, on sait quels produits sont en magasin et où, grâce à l'étiquette, toujours. Donc en fait, vous pouvez être un peu un Google Maps du magasin, quoi, pour l'utilisateur qui ne connaît pas forcément l'endroit où il est et va pas passer 3 heures à chercher son produit dans le rayon. Donc il sait quels sont les produits disponibles en magasin, parce que pareil, vous arrivez, vous allez sur le site web du distributeur concerné. Vous cherchez n'importe quel produit et là, vous avez 100 propositions. Sauf que dans le magasin, en fait, vous en avez 3, peut-être 5 ou 10. Donc, en fait, on va d'abord avoir la possibilité de proposer les produits disponibles. Mais là, vous parlez d'omnicanalité tout à l'heure. On peut tout à fait se raccrocher, en fait, au site web du client et lui dire, mais si vous n'avez pas le produit que vous recherchez, on l'a sur le site web. On peut vous proposer de faire un click and collect. On peut vous proposer de le livrer chez vous. Donc là, on est vraiment sur une expérience client qui est très largement enrichie. C'est du commerce augmenté, en fait. Tout à fait. Mais alors, vous êtes à la fois sur du hardware et sur du software. Moi, sur la question du hardware, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de pénurie de composants. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés ou est-ce que cette période-là est un peu passée? Alors, en fait, la vraie difficulté est la croissance du marché. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des usines qui fabriquent, que nous détenons en propre, qui fabriquent nos produits. Nous avons au sein de notre actionnariat des faiseurs de composants, des fabricants de composants, ce qui montre d'ailleurs la confiance en nos solutions puisque nos propres fournisseurs investissent à notre capital, ce qui nous permet d'assurer la pérennité des solutions dans le temps, c'est-à-dire qu'on propose des composants industriels et premium et également la possibilité donc de les sourcer. Mais effectivement, le marché étant en très forte croissance, il faut aujourd'hui que nos clients nous passent commande dès que possible parce que les délais de livraison ont tendance à s'allonger effectivement. Ce contrat aux États-Unis par lequel on a commencé, on va finir là-dessus, est énorme. Ça fait 4500 magasins équipés, je crois. Quelles sont les conséquences pour vous, à la fois en termes financiers, en termes RH également? Alors effectivement, nous, on est une société qui embauche beaucoup. On est 600 personnes aujourd'hui. On a plus de 200 postes qui sont aujourd'hui ouverts. 200 en France et à l'international, donc c'est notre service RH ne chôme pas. Et puis c'est aussi la possibilité d'évoluer, une richesse des parcours, de la mobilité, puisqu'on a aujourd'hui des gens qui sont en France, qui partent aux États-Unis. On embauche sur toutes les géographies, et notamment aux États-Unis, puisque nous sommes maintenant de plus en plus présents sur cette région. Donc on est effectivement en croissance et sur tout type de métier, tout type de profil, des jeunes sortant d'école, des profils plus expérimentés, qui parlent plusieurs langues, etc. Donc on est vraiment dans une dynamique d'évolution et de croissance. Merci beaucoup Laurence Vallana. Je rappelle que vous êtes directrice générale France de SES Imagotag.
Et on poursuit cette émission avec une initiative originale qui nous vient de Nantes. Nous sommes en visio avec Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Bonjour. Vous êtes lauréat cette semaine du Grand Prix Mouv'J 2022 de l'entrepreneuriat jeune. Alors Bisco, c'est une entreprise créée l'année dernière à Nantes pour inventer une filière de valorisation du byssus de moule. D'abord, je pense que c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le byssus de moule déjà? Ouais, bien sûr, bonjour. Le byssus de moule, c'est la fibre qui est générée par la moule pour s'accrocher sur les rochers ou aux pieux de culture. Et donc, ce byssus, il est créé par la moule et elle utilise 40% de son métabolisme pour créer cette fibre. Voilà ce que c'est le byssus de moule. Ouais, Mais exactement en photo. c'est une toute petite partie. Et vous, vous êtes intéressé à cette matière première, mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée? C'est incongru quand même. Ouais, c'est vrai. En fait, pendant un an, j'ai intégré une écurie de course au large, en alternance pendant mon école d'ingénieur. Et donc, pour faire le lien entre une écurie de course au large et l'école d'ingénieur, j'ai mené des projets scientifiques, notamment sur l'impact environnemental du bateau de course. Et il se trouve que les matériaux de construction des bateaux sont les matériaux les plus émissifs en CO2. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives, surtout dans les matériaux fibreux, parce qu'un bateau, c'est fait quand même à 70% en masse de matériaux fibreux. Et donc, j'ai commencé à chercher dans la nature. Et donc, je suis tombé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, je suis assez vite tombé sur le byssus de moule, hein, qui est une ressource non exploitée et qu'on essaye de mettre sur le marché et d'industrialiser en masse pour accélérer la transition environnementale des matériaux. Alors, quelles utilisations de ce byssus de moule est-ce que vous imaginez, vous? Alors, nous, on est en train de monter une usine de préparation de la matière. Donc, c'est-à-dire que on vient récupérer le coproduit chez les mytiliculteurs, on le transforme en matière première. Et cette matière première, elle est utilisable en industrie du textile. Donc, en fait, on transforme le byssus de moule, donc la fibre, en matériaux textiles à destination des industries. Et donc, il y a des applications sur les marchés de la mobilité, sur les marchés de l'aménagement intérieur, par exemple. Ça veut dire quoi, genre un matériau isolant, par exemple? Ouais, par exemple, ça peut être un matériau d'isolation, ça peut être un matériau de confort acoustique, ça peut être voilà, il a tout un tas d'applications et particulièrement dans les marchés de la mobilité, ouais. J'étais en train de regarder la photo qu'on voit à côté de vous, où on voit cette espèce de rouleau qui est impressionnant. Mais je me dis, mais combien il doit falloir récolter de byssus de moule pour arriver à un rouleau de cette taille? Comment vous faites? Alors ça, c'est tout l'enjeu, de notre innovation, hein. Notre innovation, elle porte sur transformer le coproduit en matière première utilisable. Et donc ouais, il faut pas mal de kilos de moules pour récupérer du byssus. On, on a, euh, on a un petit chiffrage là qui dit que environ, même c'est un rapport de France Agrimaire, hein, très, très, très précis, qui dit qu'en France, il y a 4500 tonnes de byssus qui sont disponibles. Et donc, 5500 tonnes? 4500 tonnes, Ah pardon. oui. Donc ça fait quand même une ressource non négligeable, hein, dans un monde où c'est de plus en plus dur de trouver de la matière première et elles sont de plus en plus chères. Et ben voilà, là on met une nouvelle matière première et une nouvelle ressource sur le marché de l'ordre de 4500 tonnes. Si vous voulez avoir une idée, en gros pour 1 kilo de moule, on a à peu près 3 grammes de byssus. Ah, c'est rien du tout, en effet. Ouais. Sans me dévoiler vos process industriels, mais comment vous faites ensuite pour la transformer, cette matière première? En gros, il y a déjà, ça commence par tout un circuit logistique un petit peu complexe. On s'appuie sur nos partenaires, les producteurs de moules, pour développer ce circuit logistique. On essaye de centraliser tout le coproduit dans une unité de production qu'on est en train de développer.
Et puis ensuite, bah ouais, voilà, donc là, on a une innovation sur le lavage du byssus. Elle est sur le point d'être brevetée, donc je vais pas trop vous en parler, hein, pour être honnête. Et donc, à la fin de cette ligne de production, c'est ça, on sort ce qu'on appelle dans l'industrie textile des balles. Des balles, par exemple, on a des balles de laine ou des balles de lin ou des balles de chanvre en fonction du matériau. Et donc là, bah, nous, on produit des balles de byssus. D'accord. C'est quoi les ambitions à moyen terme pour vous en termes de volume de production? Ouais. Alors, donc d'ici 2023, on espère atteindre, au moment de la saison des moules, donc pour l'été, une capacité de production de 50 tonnes, 50 tonnes de matériaux produits par an, donc ça fait à peu près 1 tonne par semaine. Voilà, on cherche à atteindre cette capacité de production. Et puis après, d'ici 2025, on espère monter à 200 tonnes en capacité de production en 2025. Et puis sinon, il y a un deuxième projet d'usine qui est l'idée, c'est de maîtriser l'intégralité de la filière et donc d'être aussi en mesure de transformer les balles de byssus en matériaux textiles. Et donc du coup, là, on aimerait réimplanter un savoir-faire textile en région Pays de la Loire d'ici 2 à 3 ans. Commencer à monter voilà, cette usine et ça nous permettrait de maîtriser toute la filière. Ouais. Un dernier mot, Robin, vous avez 28 ans, je crois, et votre cofondatrice, elle a une cinquantaine d'années. C'est quoi la complémentarité entre vous deux? Ouais, alors bah déjà, il y a une force dans notre association parce que déjà, il y a une mixité. Je suis un homme, c'est une femme. Donc déjà, là ça apporte déjà des visions différentes. Ensuite, il y a la différence d'âge. Moi, je sors de l'école et mon associé a plus d'expérience. Donc ça, c'est pareil, ça challenge un peu les visions. Et puis, on arrive à accorder des visions qui sont très pertinentes grâce à ces différences. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour mon association avec Florence. Merci beaucoup, Robin Ah si, Maquet. enfin, ouais, Allez-y. ok. Ouais, non, j'allais dire que sinon, sur la répartition des rôles, Florence, elle gère toute la partie administrative, financière et juridique. Et puis moi, je suis sur la technique et le commerce. Merci beaucoup, Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Et nous sommes maintenant avec Caroline Guillaumin, directrice RH et DIRCOM de la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Et Denis Gancel, CEO de l'agence W. On parle avec vous deux de la fusion de Société Générale et Crédit du Nord, deux réseaux bancaires qui appartenaient jusque-là au même groupe, mais qui vivaient en fait des vies parallèles. Caroline, d'abord, est-ce que je dois toujours dire que vous êtes DRH et DIRCOM de Société Générale ou de SG? Et ensuite, pourquoi réunir ces deux marques? Alors, oui, je suis toujours DIRCOM et DRH de Société Générale. Le nom du groupe n'a pas changé, en fait. On a juste travaillé sur la fusion de ces deux entités du groupe Société Générale. Alors, pourquoi? Alors d'abord, c'est vrai qu'on le présente vraiment comme une offensive, en fait, sur le marché. D'abord, c'est quand même un marché qui est extrêmement compétitif, concurrentiel. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé, à un moment donné, l'idée que avoir deux réseaux concurrents dans le même groupe, sur les mêmes marchés, dans la dynamique concurrentielle qu'il y a aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, on a lancé et on a travaillé depuis pratiquement maintenant 2 ans sur la réunification. Et c'est pas vraiment une fusion, on est vraiment sur le fait de mettre côte à côte ces deux forces, qui sont un groupe comme Société Générale, réseau bancaire en France, qui représente beaucoup, j'ai envie de dire, la puissance, l'internationalisation, parce que c'est un groupe international, Ouais. et puis un groupe Crédit du Nord qui représente vraiment les régions, la proximité, les clients. Et donc, voilà, c'est un projet ambitieux, très lourd. Quand même, ça fait 2 ans et on va terminer à la fin de l'année. Et l'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle banque. C'est-à-dire avec des attributs de la proximité, mais à la fois de la puissance, de l'humain, mais aussi du digital. Enfin, vraiment quelque chose de complètement nouveau en mixant les forces des deux réseaux. Des forces qui semblent effectivement un peu éloignées l'une de l'autre. On a une banque de proximité d'un côté, une banque avec des gros clients à l'international de l'autre. À un moment, vous n'avez pas craint, Denis, je sais pas, le risque d'incompatibilité culturelle entre les deux banques, entre les deux établissements?
Alors, il y avait dans le cahier des charges d'origine une crainte qui était le sujet de l'attrition, qui était le mot qui était utilisé par Société Générale et par Caroline, qui était de dire, évidemment, la caractéristique de ce rapprochement, c'est que c'est un rapprochement entre deux entités du même groupe. D'habitude, quand on vient sur votre plateau commenter des rapprochements, c'est souvent des fusions-acquisitions, comme on dit. Et donc, c'est l'entreprise A qui va manger l'entreprise B avec toutes les problématiques que ça comporte. Là, il y a cette singularité c'est une fusion extrêmement importante, de grande ampleur, dans la même maison, et avec l'idée que le postulat de base, c'était de ne perdre aucun client. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va sans doute y venir, il ne fallait pas faire perdre les codes historiques des deux banques, que ce soit les codes historiques de Crédit du Nord et les codes historiques de Société Générale. Donc je suis en train de dire là qu'il y avait un patrimoine, un actif, comme disent les financiers, en matière d'image et de marque, extrêmement important, qu'il fallait préserver pour ne pas perdre la fonction finalement essentielle de la marque, qui est la fonction de repère. Comment vous l'avez travaillé ça en interne, Caroline? Comment c'est vécu par les équipes quand vous dites, voilà, on va rapprocher les deux marques? Alors d'abord, et c'est peut-être une des différences, j'ai fait pas mal de changements de marque, c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui est finalement impliqué dès le démarrage. Souvent, quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille avec une agence, et puis on travaille entre nous. On est des communicants, on sait de quoi on parle. Là, ça n'a pas du tout été la logique. Depuis le démarrage, et sur l'ensemble, je dirais, ce qu'on appelle des streams, c'est-à-dire des groupes de travail sur les différentes dynamiques qui sont nécessaires dans la fusion, on a fait travailler beaucoup de monde. Des gens du Crédit du Nord, des gens de la Société Générale, des gens de la direction des équipes, des experts, des non-experts. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une espèce de mur rebond. C'est-à-dire, on avait une petite équipe constituée de la direction de la marque, la direction de la com, et puis des équipes de W et compagnie. Et en fait, chaque fois qu'on avait des éléments, on les testait en fait avec cette espèce de groupe, on a appelé mur rebond en fait. Et donc, on testait et ça nous faisait grandeur nature en fait, finalement, une espèce de bench, une espèce de sondage. Et en fait, l'idée, elle a été à chaque fois de venir avec des options. Et donc au démarrage, évidemment, on a d'abord défini vraiment ce que voulait être cette nouvelle banque. Parce que la marque, en fait, ce n'est que la perception de ce que, finalement, ce qu'on a envie de dire aux clients. Comment on a envie d'être différent, quels sont les items vraiment qui vont nourrir cette marque. Est-ce que c'est une marque hautaine? Est-ce que c'est une marque premium? Est-ce que c'est une banque qui se veut régionale? Est-ce qu'elle se veut globale? Enfin, tous ces éléments, on les a définis ensemble avec les deux entités, et puis ensuite on a passé les 2 dernières années à rentrer sur, par exemple, quelles sont nos options. On garde la marque, on change la marque, on fait un mix des deux marques en présence. C'est tout ça qu'on a travaillé. On a beaucoup aussi rationalisé nos choix avec des études. Alors, quand on est dans la com, on sait qu'on a besoin à certains moments de pré-tester, de post-tester. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a interrogé nos clients. Denis le disait, notre plus grande crainte quand on fait ce type d'exercice, c'est l'attrition. C'est qu'à un moment donné, le client Société Générale se dit « Oula, je ne m'y retrouve pas. Je suis perdu. Ouais. C'est bien trop régional pour moi. Moi, je suis rentrée à la Société Générale parce que je veux une vraie banque internationale, parce que je suis un grand client. » Et puis que le Crédit du Nord disait « Oh là là, mais attends, mais moi, elle est où ma petite marque régionale, ma proximité, c'est où? Je ne veux pas rentrer dans un truc qui va être massif, qui va peut-être me perdre. » Et donc ça a été vraiment les éléments constitutifs de nos réflexions. Et ensuite, effectivement, évidemment, on avait des points de passage avec les équipes, et c'est comme ça, effectivement, qu'on est arrivé finalement à notre choix. Mais c'est pas quelque chose où on s'est dit, encore une fois, tous seuls dans une salle où le patron qui dessine sur un bout de papier la marque qu'il envisage. C'est pas comme ça qu'on l'a fait. Et c'est compliqué, hein, parce que c'est compliqué d'échanger quelquefois avec des gens qui ne sont pas de la com. Mais ça vous oblige à passer par finalement une logique business, une logique un peu plus simple que quand on parle avec nos acronymes de communicants. C'est intéressant ce que dit Caroline, Denis. Il y a quand même une forme d'attachement à la fois, évidemment, des collaborateurs, mais aussi des clients, au nom de la marque, à un logo. C'est quelque chose d'assez intime, finalement. Comment on envisage d'y toucher? C'est compliqué. Alors, c'est une question très importante parce que c'est toute la dimension de gestion de risque d'un projet de rapprochement. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont vécu une fusion ou qui vont le vivre, savent une chose... les statistiques sont très cruelles ou très sévères. Une fusion sur 2 est un échec.
Et 75% des raisons d'échec, c'est l'incompatibilité culturelle. Alors vous imaginez, quand on fusionne à l'intérieur de la même entreprise, le sujet de la culture est absolument fondamental pour avoir, et pour répondre à votre question, qui est que de prendre très très au sérieux le lien émotionnel que l'on a vis-à-vis de sa marque. Surtout quand on a affaire à deux très grandes marques, Crédit du Nord d'un côté, avec un système décliné, on y reviendra sans doute tout à l'heure, et Société Générale, qui sont des marques centenaires. Donc les responsables que sont Sébastien Proto, Valérie, Afida, qui travaille avec Valérie, ce sont des gens qui sont détenteurs d'un actif qui est un actif qu'il est très important de préserver et de magnifier. Comme l'a très bien dit Caroline, cette fusion, elle a beaucoup d'originalité et d'habitude, ce qu'on apprend, mais y compris dans les écoles de management, on dit une fusion, il y a deux clés pour réussir une fusion. Il faut que ce soit secret et il faut aller très vite. Mais là, Caroline, elle a fait l'inverse. Exactement. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement ça n'a pas été secret, mais comme l'a très bien dit Caroline, il y a eu des tests et il y a eu un groupe, mais parce que ça n'était possible que parce que c'était interne par l'interne. Lorsque vous travaillez, moi ça m'arrive, et W accompagne des fusions depuis plus de 20 ans, vous avez généralement, donc, comme vocabulaire épouvantable, une cible qui est donc votre concurrent que vous êtes en train de racheter. Il y a 3 personnes qui sont au courant et l'idée c'est de faire extrêmement vite et vous n'avez pas le droit de parler à votre cible. Délit d'entrave. Donc vous ne pouvez pas faire ce travail. Là, ce qui était passionnant, et vraiment qui a mené un travail, on a mené ensemble, et Caroline a présidé à ce travail de pédagogie, pas à pas, de tout le monde, en disant, dans ce fameux stream de marque, on va pouvoir embarquer tout le monde, et en permanence, nous, ça nous a demandé un travail tout à fait particulier d'agence, parce que c'était un travail d'écoute, et puis de prise en compte des avis. Le boulot d'une agence, c'est généralement de faire une recommandation avec affiché les 3 défis, les 4 convictions et les 3 partis pris. Et puis voilà. Non, là, c'était pas ça. Caroline nous a demandé dès le début de mettre en place une méthode pédagogique extrêmement ouverte qui pouvait parfois aller à l'inverse de ce qu'on a, soit de nos intuitions, soit même de nos convictions. Et puis deuxièmement, d'habitude, on vous dit il faut aller très vite. Pourquoi ? Parce que 75% des synergies à créer dans une fusion sont réalisées dans les 18 premiers mois. Donc, c'est une course contre la montre, une fusion. Là, nous avons eu 2 ans de préparation. C'est totalement inédit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Caroline qui en parlerait mieux que moi, mais on a un corps social soudé, cette fois, non pas, et je termine pour votre question, non pas derrière 2 marques, mais derrière une seule. Et on peut dire que la mue a été réussie. Et la mue, c'est cette période que vous connaissez bien, qui est une période de fragilité où on change un peu de peau. Si demain matin on change Bismart en une autre marque, c'est une période de fragilité où, et je termine, où chaque personne va se dire, non pas, bon mais c'est ce que j'appelle le nouveau nous, c'est-à-dire qu'il y a un détachement, c'est et moi dans tout ça. Pendant une période, on se dit et moi par rapport à la nouvelle marque, et puis ensuite, c'est pour ça que la marque est si stratégique dans les rapprochements, il faut basculer tout le monde dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau nous, et c'est pour ça que le lancement d'SG a été formidablement réussi avec un couplet et un volet interne et un volet externe. Et que devient la marque Crédit du Nord, Caroline ? Elle disparaît complètement au profit de SG ? Non, pas du tout, parce que l'option qui a été choisie, justement, ça a été de garder, en fait, finalement, de trouver un petit nom à Société Générale. Moi, j'aime bien cette notion de petit nom. Ah, c'est joli. Comme si c'était un nickname, en fait. Donc, Société Générale devient SG. Et alors, ce qui est drôle là-dedans, c'est que finalement, c'était devant nous, en fait. Parce qu'on parle tout le temps de l'ASG. On parle de l'ASG, on parle de SocGen. En fait, on dit rarement Société Générale. C'est peut-être un des noms de marque qui a le plus de petits noms. C'est-à-dire, c'est une galère quand on doit travailler sur cette marque parce qu'il y en a partout. Il y a du SocGen, il y a du SG, il y a du SOG. Enfin, on a tout. On a absolument tout. Alors, les équipes de marque, les pauvres, essayent de rationaliser, d'expliquer. Mais, et à la fin, on a dit on lâche parce que finalement, c'est très émotionnel. On parlait de l'émotion. Il y a vraiment une relation émotionnelle. Alors, encore plus dans la Société Générale, avec l'histoire de la Société Générale, avec son ADN. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement réduit Société Générale à ce SG. On a modifié, et ça c'est une première pour nous, modifié le logo rouge et noir, puisque ça, en fait, il y avait une chose qui nous choquait à tous quand on essayait de parler d'ouverture, de transparence, de finalement de proximité, c'était cette petite ligne blanche qui était enfermée entre le rouge et le noir. Et en fait, donc, les équipes nous ont proposé d'élargir cette ligne, ce qui permettait d'avoir une espèce d'égalité, en fait. Là, on a comme un signe d'égalité entre le rouge et le noir. Et puis, on a conservé
quasiment la quasi-totalité des marques régionales, puisqu'on allie SG, marque nationale, ce signe fort qui est reconnu par tout le monde, avec cette ouverture, et puis les marques régionales, donc Crédit du Nord, Tarno, SMC, toutes ces marques absolument magiques, magnifiques, qui représentent la proximité, sont conservées. Et en fait, ce qui a plu quand on a présenté ce système, c'est que justement, on avait l'impression de cet équilibre, comme Société Générale n'était pas cette espèce de grand nom très massif, parce qu'il prend beaucoup de place, mais qu'il était réduit finalement à 2 lettres, à côté, les marques régionales, en fait, ont la capacité à vraiment apparaître. Et en fait, c'est ça qu'on voulait. C'est justement, et moi, je me souviens quand j'ai présenté au conseil d'administration de Crédit du Nord, c'était pas évident, parce que beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions. Et en fait, j'ai ce grand client qui nous a dit, je m'y retrouve. Je m'y retrouve parce que ma marque régionale, elle reste. Et ça, c'était important, parce qu'on parlait de culture, on parlait d'émotion, on parlait d'ADN. N'oublions pas, on est en train de parler de 2 marques qui ont plus de 150 ans d'histoire. C'est des groupes qui sont... Crédit du Nord, vous allez dans les territoires, vous avez carrément des bâtiments historiques avec la marque qui est gravée dedans. Oui, bien sûr. Ouais. On ne peut pas juste dire, bon, c'est pas grave, on va tout enlever, puis on va plaquer. Non. Et pour nous, c'était important. Alors, on a fait des études de notoriété pour comprendre. Donc, il y a effectivement 2 marques régionales qui ne sont pas conservées parce qu'elles sont sur un périmètre tellement petit par rapport au périmètre de la région maintenant que ça va nous demander trop d'énergie pour la faire vivre. Mais là, on a quelque chose qui est la puissance de cette marque nationale, internationale également, puisque SG, c'est de l'international. Enfin, Société Générale, c'est une marque internationale. Et puis, ces marques régionales qui permettent de conserver justement cet ADN. Mais c'est pas juste un travail sur le nom, sur une fois qu'on a dit ça, le nom, le logo. Il faut le déployer ensuite en région. Et là, vous avez un impact très visuel parce qu'il y a encore évidemment énormément d'agences bancaires partout dans les territoires. Et vous avez un impact aussi sur la vision d'urbanisme, en fait, oui. des passants, de tous les habitants des villes. Comment est-ce que vous avez travaillé cette question? Parce qu'en fait, ça revient à redéployer presque un nouveau réseau bancaire, en fait. Mais c'est la première fois, ce que disait Denis, je crois que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il n'y a pas eu le déploiement d'un nouveau réseau bancaire. Et quand on parle de présence, la présence du réseau bancaire va être énorme. Je veux dire, globalement, il y a très peu de fermetures d'agences. Il y en a, bien sûr, il y a de l'optimisation, mais c'est globalement, quand vous avez 2 agences l'une à côté de l'autre, effectivement, vous optimisez, vous n'allez pas les garder. Alors ça a été important, et ça a été parce que dans la dynamique de la nouvelle banque, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, mais qui est très importante, c'est la dimension RSE. Et en fait, on s'est dit, il faut vraiment qu'on passe un message sur, justement, l'empreinte qu'on veut donner à cette nouvelle marque. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout le déploiement qui aura lieu à partir de la fin de l'année dans les agences va être fait avec une dimension RSE extrêmement forte, environnementale, l'empreinte visuelle. Par exemple, on va éteindre les enseignes la nuit, ce qui est un geste fort, parce que généralement, ça reste allumé, donc il y a de la pollution visuelle. Et puis de la consommation aussi énergétique. Donc on a tout un plan de déploiement. Les matériaux sont évidemment recyclables. Même la fourniture des enseignes, l'approvisionnement est fait dans un environnement extrêmement limité autour de l'agence pour évidemment ne pas avoir... Et le casse-tête, parce que ça veut dire que vous multipliez les fournisseurs. Ah oui, non mais à un moment donné, il faut savoir faire un choix. Et je pense que le choix qu'on a fait, le choix qu'a fait la direction de ce groupe, c'est vraiment de dire on ne peut pas aujourd'hui déployer un réseau bancaire et le faire comme on l'aurait fait il y a 20 ans. Et donc, c'est toute la dynamique qu'on a mis en place avec W & compagnie, c'est de se dire que ce soit en termes effectivement de matériaux, que ce soit en termes de pollution visuelle, que ce soit effectivement en termes d'approvisionnement, tout doit être fait pour que ce soit véritablement RSE, et c'est ce que va porter cette banque aussi. Denis, en fait, si je comprends bien, le travail sur le rapprochement des 2 entités a finalement révélé d'autres sujets qui étaient importants, comme la RSE par exemple ou autres. Oui, ça me donne l'occasion de vous dire mon enthousiasme de travailler sur ce sujet. C'est un grand honneur pour toutes les équipes de W d'accompagner Caroline et ses équipes, parce que finalement, il y a 2 défis qui sont très singuliers dans ce projet. D'abord, il y a le défi du temps. Caroline l'a très bien dit, ce sont des marques centenaires. Et quand on a la chance d'avoir des marques centenaires, on est obligé d'observer le comportement des marques. Comment se fait-il que des marques traversent le temps ?
C'est facile On de est un créer. peu responsable. Hein. On appelle ça les marques boîtes de nuit. C'est facile de créer une marque qui dure 2 ans, 3 ans, vite montée, vite démontée. Mais tenir de plusieurs générations. L'observation, et donc on a une base de données assez fournie à l'agence qui nous permet d'analyser le fait que pour passer le temps, il faut pouvoir évoluer, comme on dit, faire reset, mettre à jour ces signes, sans tout casser et sans tout changer. Vous prenez, nous travaillons pour Peugeot depuis des années, pas depuis 100 ans, mais Peugeot est une marque plus que centenaire. Vous regardez l'évolution du signe, il y a toujours des évolutions subtiles que l'on voit ou pas, d'ailleurs à l'œil nu. Bref, la règle est toujours la même. Et finalement, Société Générale s'est dotée exactement du même système en disant on ne va pas faire la terre brûlée. Ça n'est d'ailleurs pas un projet de rupture, c'est un projet d'accélération et d'adaptation. Et du coup, il n'y avait aucune raison qu'on supprime tout et qu'on crée une marque. Or, pour une agence, moi j'ai été élevé dans un environnement chez BDDP autrefois où il fallait faire nouveau et intéressant, tout le temps. C'est le publicitaire, il sait faire nouveau et intéressant. C'est intéressant parce que l'homme de marque, modeste que je suis, c'est de dire mais on va s'inscrire aussi, un peu comme en musique, on fait des citations, on s'inscrit dans une tradition. Société Générale a une tradition, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, c'est qu'il y a des SG sur les grilles en fer forgé du boulevard Haussmann. Bien sûr. Et donc, quand vous êtes confronté à ce sujet-là, vous apprenez une chose très simple que je livre à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on ne lutte jamais contre l'usage. Jamais. Et là, d'avoir accepté de dire, en face, vous comprenez bien, en face de la nouveauté, on fait tout nouveau, qui a été un des scénarios qu'on a exploré. Et le fait de dire, on va s'inscrire dans une tradition, qu'on va renouveler, qu'on va adapter, qu'on va mettre à jour, ça a été le premier défi. Et le deuxième défi, mais Caroline l'a très bien dit, c'est le défi de la présence. À l'heure des néobanques, et il y a des néobanques dans le groupe Société Générale, mais le fait de ne pas renoncer au lieu, ça c'est un des enseignements, par exemple, un des enseignements du confinement. L'enseignement du confinement, c'est que le lieu est très important. La présence physique est essentielle. Et on a appris quelque chose, c'est ce qu'on appelle la néo-proximité, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de proximité qui allie le digital, c'est-à-dire le physique et le digital. Et ce que je trouve extraordinaire et enthousiasmant, c'est comment renouveler la présence en agence. Je peux le dire entre nous, beaucoup se posent la question depuis des années en disant mais finalement à quoi ça sert une agence ? Question qui a été adressée par Société Générale, en disant mais on va renouveler la présence physique, mais on va jamais abandonner le lieu. J'adore cette expression. Donc c'est une banque lieu-tenante, celle qui tient le lieu. Voilà, un lieutenant, c'est celui qui tient le lieu. Et bien tenir le lieu aujourd'hui, à l'heure de la désertification, d'une nouvelle forme d'urbanisme, de la responsabilité. Je me permets, Caroline, on ne va pas éteindre les enseignes. Elles n'ont pas de dispositif d'éclairage. Nous, dans le caisson, qui est en test en ce moment, nous avons enlevé les néons. Donc on ne pourra pas les allumer. Et tout ça, c'est pas, on est bien d'accord, Caroline, c'est jamais cosmétique, c'est une réflexion plus profonde qui accompagne la stratégie de la Société Générale. Donc, quelles sont vos ambitions pour ce nouveau réseau bancaire ? Alors, non, c'est pas... Et en fait, ce qui a peut-être fait la différence sur ce projet, c'est que justement, ça n'a tellement pas été cosmétique que ça a été drivé directement par la direction générale. C'est-à-dire que c'était pas j'aime pas. À chaque fois, on mettait ensemble la notion de business, la stratégie qui va avec. Donc, son ambition, c'est vraiment de renouveler en fait le genre. Hein. C'est vraiment. Nous, on a la chance, effectivement, Denis le dit, on a la banque en ligne peut-être la plus dynamique du marché, qui est Boursorama. Donc, on sait ce que c'est. Hein. On voit très bien quels sont leurs objectifs. Je pense que cette banque, elle se doit de renouveler le genre. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faudra faire zéro compromis sur la qualité du digital, sur la capacité à avoir tout en ligne. Parce que, et c'est intéressant parce que je pense que la différence entre maintenant et avant, c'est que maintenant, vous n'êtes pas en train de vous dire je fais du digital, mais effectivement, je fais plus de physique. En fait, les gens, ils veulent tout. Ils veulent du 100% digital, ils veulent du 100% physique. Ils veulent la même qualité qu'ils ont sur le digital dans le physique et vice-versa. Et ça, ça nécessite de faire un reset, comme dit Denis, c'est-à-dire vraiment de repenser complètement. Et nous, quand vous mettez ensemble deux banques qui ont un tel patrimoine, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre ce qui marche à droite, ce qui marche à gauche et essayer d'en faire une vraie nouvelle banque, avec évidemment de la conquête. Hein. On va partir en conquête, on va essayer d'avoir le maximum de clients, de garder les nôtres, ça c'est important, mais surtout d'aller chercher les nouveaux. Merci beaucoup Caroline Guillaumin, DRH et DIRCOM de la Société Générale, et Denis Gancel, CEO et cofondateur de l'agence W.
Et pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'une des invitées que j'ai reçues au cours des dernières semaines. Il s'agit de Julia Catin, la jeune patronne de Momentum. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Julia Catin. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes la PDG du groupe Momentum. Alors, je rassure tout le monde, Momentum, ce n'est pas une marque connue. C'est en fait un groupe avec 3 entreprises à l'intérieur. Tout à fait. On est dans le domaine de la manutention industrielle, c'est ça? C'est ça. Alors, quelles sont les 3 marques déjà que... Donc, il y a FIM, la plus grande, Manuvit ensuite, et puis une petite dernière, Whiptruck. Et donc, que font ces marques? Alors, notre métier, c'est de concevoir au sein de nos bureaux d'études. On a 2 bureaux d'études et de fabriquer, donc 2 usines en France, une à Joigny en Bourgogne et l'autre à La Ferté-Macé en Normandie, dans l'Orne, des solutions de manutention. Donc, on fabrique aussi bien des produits assez simples comme des diables, jusqu'à des produits assez complexes comme des gerbeurs motorisés sur mesure. Voilà. Et on répond à 2 enjeux principaux. C'est la question de la santé au travail, en tout cas éviter les postures pénibles. Donc par exemple, on a un diable à basculement assisté, qui est un système qui permet de réduire l'effort lorsqu'on bascule vers soi le diable, ce qui est le moment un peu critique. Et, ou alors la sécurité. Un autre exemple, on fabrique des escabeaux. On a un escabeau à immobilisation automatique. Donc dès qu'on met le pied sur la première marche de l'escabeau, il se fixe au sol. Voilà. Ah, il ne va pas trembler, basculer. Ah oui, c'est un peu rassurant. Ouais. Voilà. Mais alors, vous êtes au cœur d'enjeux industriels sur lesquels on ne s'attend pas nécessairement à avoir une femme. Et je trouve ça formidable que ce soit vous. Et en fait, vous avez hérité de l'entreprise familiale? Oui, c'est ça. Donc, il y a un peu plus de 7 ans, j'ai malheureusement perdu mon père d'une crise cardiaque de manière... très brutale, en fait, d'une seconde à l'autre. Et j'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise. Je vivais en Italie où je faisais mes études. Et j'ai décidé de reprendre. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? À ce moment-là, c'est le fait de soulager ma mère et ma sœur. Et c'est aussi le fait d'honorer mon père parce que le groupe était en grosse difficulté financière. J'ai dû d'ailleurs céder toute une partie qui était spécialisée dans le vélo en carbone. Ah oui, qui est complètement différent. Complètement différent. Et donc, j'ai malheureusement dû céder cette entreprise pour sauver le reste. Et j'ai repris donc, ce que j'ai pu sauver. Mais alors, quand vous reprenez, vous avez 26 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous faisiez des études d'économie? Oui, macroéconomie, oui. Mais donc, entre la macro et la micro, les mains dans le cambouis industriel, j'imagine, c'est pas du tout pareil? Non, c'est très différent. Par quoi on commence? Comment on s'adapte? Finalement, ce qui était assez... facile, non, mais il y avait une telle urgence parce qu'il y avait de grosses difficultés financières qu'on savait tout de suite ce qu'il fallait faire. C'était déjà survivre pour avoir le temps de vendre la dette. Parce que sinon, tout s'effondrait. On avait plus de 10 millions de dettes, donc plus que la valeur du groupe. Bref, c'était une situation critique. Donc il fallait payer les salaires à la fin du mois. Pour ça... on a eu, je me souviens d'un distributeur japonais, notamment sur les vélos, qui payait en avance les commandes. C'est bien parce que c'est tellement rare. Oui, on a eu beaucoup de soutien malgré tout. Donc c'était ça, se battre, ça a duré plus d'1 an quand même. Donc ça a été très long, ces difficultés financières et de trésorerie. Ça a été aussi... la difficulté, c'était aussi le fait qu'on manquait de trésorerie, donc on avait du mal à avoir la matière. On payait, comme on dit, au cul du camion, c'est-à-dire qu'on ne nous donnait pas la matière pour fabriquer tant qu'on ne payait pas. Donc il y avait tout ce rôle finalement de chercher un repreneur ou une solution de reprise pour le groupe viable et de rassurer. Rassurer l'extérieur, mais aussi l'intérieur de l'entreprise, parce que les salariés étaient inquiets. Donc, je n'avais pas de problème à me demander ce que je devais faire le matin. Voilà, c'était assez direct. Et comment ils vous ont accueilli, les salariés? Parce que vous le disiez très bien, vous n'étiez pas destiné à reprendre l'entreprise, vous n'avez pas gravi les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Vous débarquez effectivement par des circonstances un peu dramatiques du jour au lendemain. Ouais. Comment ils vous accueillent à ce moment-là? Ça surprend beaucoup, mais alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu, mais j'ai pas du tout eu le sentiment de mal être accueillie, bien au contraire. Je crois que j'étais quand même... je pense que les gens sentaient que j'avais une bonne intention,
que je vivais aussi, moi aussi, un drame, finalement, qu'on vivait tous, un drame, et que moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses complètement, parce que j'ai quitté Milan, j'ai tout quitté, enfin, bref, jusqu'au chien, quoi. Et je me suis mis 100% au service des entreprises, quoi. Donc, je crois que, quand même, les gens se rendaient compte que je m'investissais beaucoup, et donc on m'a accepté. En tout cas, je n'ai pas senti de... Voilà. Et sur le plan industriel, alors une fois que vous avez mis les mains dans les process et dans les boîtes, les 3 dont vous parliez tout à l'heure, quel problème vous avez attaqué en premier? Vous vous êtes dit... Ok. Alors, les entreprises, là, c'était très différente. Donc, c'est difficile de donner une réponse à tout. Mais bon, déjà, il faut savoir que je suis très bien entourée. J'ai cette chance-là. J'ai la chance d'avoir, quelque part, pu conserver les équipes qui étaient déjà en place. Et qui connaissaient les métiers. Et qui connaissaient les métiers, qui connaissaient les entreprises. Et ça m'a beaucoup aidée, forcément. Ça m'a énormément aidée. Après... moi, disons que ma fibre à moi, que j'essaye petit à petit, que j'amène, je pense que comme nous sommes des industriels, on fabrique en France des produits qui sont, pour certains, à forte valeur ajoutée, mais pour d'autres, on est sur des produits assez basiques. Parce que quand on dit qu'on fabrique un diable, on ne l'assemble pas, on le fabrique, on le soude, on le coupe, enfin bref, on le fabrique de A à Z à Joigny, en Bourgogne. Il y a des gens qui ne croient pas, quoi, parce qu'ils se demandent comment on y arrive. Et en plus, on vend à la distribution, qui n'est pas forcément évident. Pourtant, on y arrive. Donc, on est quand même sur des entreprises qui étaient très axées industrielles. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de s'en sortir. Et pour ça, d'optimiser au maximum le côté industriel. Donc, on est assez fort là-dessus. Mais on oubliait presque le produit. Parce que, en fait, le pendant de ça, c'est qu'on simplifie le produit. Parce qu'il faut qu'il soit facile à fabriquer, le plus possible. Donc, on perd en design. Voilà, on perd dans tout ça, effectivement. Et comme je le disais, je me suis occupée... Enfin, au départ, mon père avait aussi cette entreprise de vélo de course. Et le vélo de course qui a vraiment été le bébé de la famille, donc c'est celui que j'ai le plus... Enfin, de très loin d'ailleurs, mais j'ai le plus fréquenté, on va dire, dans mon enfance. Il y avait cette omniprésence de l'importance du design, des marques, du produit, en fait. Et c'est vrai que dans la manutention, c'est la première chose qui m'a un petit peu troublée, c'est que j'étais incapable de reconnaître un produit fabriqué chez nous dans la rue. Parce qu'on en croise souvent des diables, des chariots, etc. Et vous savez pas. Je ne pouvais pas le reconnaître parce que finalement, beaucoup d'industriels font... alors, on a des concurrents, on en a, mais tout le monde choisit un peu les mêmes modèles, les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes designs. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de changer un peu. Voilà. C'est intéressant cette réflexion au moment où on parle finalement de réindustrialiser la France. Ouais. Vous prouvez en fait qu'on peut le faire, qu'on peut produire encore en France. Bah oui, c'est vrai que Alors après, je pense que quand on est sur un marché niche, c'est plus difficile. Vous voyez, mon père qui fabriquait des vélos en carbone, c'était du luxe, très très cher. On fabriquait même les vélos Hermès quand ils ont commencé à faire des vélos, pour dire à quel point c'était luxe. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas au point où mon père, à la fin de sa vie, a dû délocaliser en Slovaquie. Qu'au moment où il est décédé, il avait eu un projet avec le tribunal de commerce de tout refaire venir en France. Mais il n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Et pourtant, là, sur des produits plus simples, malgré tout, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Je pense que, justement, ce qui se passe en ce moment, c'est très bien. Ça remet un petit peu la valeur là où elle doit être. Mais c'est pas si simple. Ouais. Vous souffrez de la concurrence asiatique, j'imagine aussi. Oui, finalement, ce que je dis, c'est que le prix de notre produit, on le fixe pas en fonction des coûts de fabrication de l'entreprise, mais on le fixe en fonction du prix du marché. Et le prix du marché aujourd'hui, en tout cas pour nos catégories de produits, il est clairement très tiré par le bas par des produits d'importation. Et c'est vrai que quand on comprend ça, on se dit mais on peut pas y arriver, quoi. Alors moi, je n'ai pas d'avis tranché politique sur mondialisation, pas mondialisation, mais je dis juste qu'on n'a pas tous les mêmes règles du jeu et on participe tous au même jeu. Donc il y a un problème, quoi.
Ça veut dire que vos marges, elles doivent être extrêmement Ouais, elles sont réduites. pas énormes. Parce que si vous fixez en fonction du prix des... Ben oui, donc on est à l'euro près parfois et c'est pas facile, ouais. C'est pas Et vous facile. arrivez à attirer aujourd'hui des talents, on parle beaucoup de guerre des talents, dans le monde de l'industrie. Il y avait une tribune encore formidable ce matin dans Les Échos d'Alexandre Sobo, entre autres, et de Patrick Kane, je crois, qui disait qu'il faut vraiment redonner de l'enthousiasme aux jeunes qui veulent aller dans l'industrie. Ouais. Écoutez, je crois qu'on y arrive. Si on leur explique un petit peu, ça fait beaucoup de sens ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on a de plus en il y a des gens on est de plus en plus nombreux à chercher du sens dans ce qu'on fait. Donc, on a cette chance-là quand on fabrique en France. Après, ce qui est pas facile, c'est attirer un jeune à Joigny, parce que Joigny, c'est pas Paris, forcément. Donc, et puis quand je parle des jeunes parce que je pense que c'est pas la même chose de s'installer quand on a une famille. Et donc, on a un cercle déjà. À 1h15 de Paris, par exemple, parce qu'on y trouve finalement et puis parce que la campagne, c'est bien pour les enfants, en gros, voilà. Je schématise, mais c'est un peu ça. Mais que quand on a 20 ou 25 ans, on n'a pas fait sa vie, on a besoin d'avoir un tissu de relationnel important, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive malgré tout, mais c'est moins facile. Et puis, on ne les retient pas forcément, quoi. Et les femmes? Parce que je le disais, c'est pas souvent qu'on reçoit des femmes dans l'industrie. Ouais, les femmes... je dirais que c'est très genré, mais comme je pense dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, l'administration des ventes, la comptabilité, le RH, beaucoup de femmes. Presque que des femmes. C'est rare d'avoir un homme. Bureau d'études, que des hommes. C'est que des hommes. Production, soudeur, c'est que des hommes. J'ai une femme. Pour autant, il y a quand même, ça a tendance un petit peu à changer, mais je pense qu'il y a un gros travail, un peu pédagogique, et je ne sais pas si c'est tant la question de la femme que de la question aussi de... Vous voyez, souvent, on s'intéresse à mon parcours parce qu'on se dit elle n'a pas la tête d'être une chef d'entreprise dans l'industrie. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a un peu une idée préconçue de ce que ce doit être un chef d'entreprise dans l'industrie. Comme on a une idée préconçue de qu'est-ce que doit être, à quoi doit ressembler un soudeur. Je pense que c'est la question finalement de se dire mais pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là? Est-ce qu'il faudrait, il faut vraiment dès l'enfance un petit peu s'ouvrir un peu les possibles, parce que même moi je ne serais jamais devenue ce que je suis si mon père n'était pas décédé. C'est évident, mon père aurait vendu l'entreprise ou ça aurait fini en liquidation, mais jamais j'aurais repris l'entreprise dans d'autres circonstances, parce que je ne m'autorisais pas, parce que je me disais que c'était trop différent de ce que j'étais, que c'était trop loin de mes aspirations. Et je crois que tout ça, c'est dû aussi au fait qu'on se fait un peu une image de ce que doit être... C'est qu'on se fait une image, ou c'est que finalement les femmes, elles manquent de rôle modèle dans l'industrie? Oui, aussi, oui, c'est vrai que si on fait une image, on s'associe, forcément, on a besoin de s'associer, oui, c'est vrai. Quelles sont vos ambitions là pour les prochaines années, pour votre groupe? Ça va faire très bateau, mais je considère que l'industrie a un peu une responsabilité par rapport à la consommation et par rapport à la problématique que ça pose. Je pense aussi que l'industrie peut être une solution pour pas mal de problématiques sociétales, parce que souvent l'industrie c'est dans les territoires. Et c'est là qu'il y a peut-être... C'est de l'emploi dans les territoires. Voilà. Et ça, finalement, ça rejoint un petit peu mes études qui étaient sur de la macroéconomie et sur des problématiques et des déséquilibres. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler un petit peu ces aspects-là pour proposer d'autres choses et pour pouvoir avoir peut-être à une petite échelle un impact, quoi. Voilà. Merci beaucoup Julia Catin, PDG de Momentum. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain.